aujourd'hui, ça sera une première brique de ce constat aujourd'hui partagé dans une partie de la gauche, c'est que l'antisémitisme non seulement détruit les cadres d'analyse, mais aussi les héritages et les acquis du mouvement social. Et les gauches trahissent les valeurs qu'elles prétendent diffuser en adhérant consciemment ou inconsciemment à l'antisémitisme. Bon, ça, on commencera à l'aborder en fait à la conférence du 17 juin, quand on verra dans quel contexte s'est fabriqué l'antisémitisme au XIXe siècle. On va voir que finalement, il n'est pas restreint à l'extrême droite. On va voir qu'on trouve en fait l'antisémitisme dans toutes les couleurs politiques, tous les mouvements politiques. Sur mon parcours personnel, à partir du travail, donc je disais dans plusieurs petits cercles, j'ai commencé à être invité pour donner des conférences et des formations, et ça a beaucoup plu. La première, c'était auprès de la maison d'édition Crise et Critique, et puis j'ai vu qu'il y avait un intérêt. Ça suscitait de l'intérêt, c'était l'histoire que je racontais et puis les analyses que je proposais. Donc, je me suis lancé dans des formations de manière plus professionnelle et que je donne aujourd'hui à des partis politiques, à des médias, à des associations, des ONG, mais aussi je fais des interventions en milieu scolaire. Je suis intervenu à la fac depuis le 7 octobre plusieurs fois et d'autres contextes. Voilà, j'adapte aussi, je crée des formations, on va dire sur mesure, pour m'adapter à des publics différents. Entre-temps, j'ai passé un diplôme à l'université Paris 8, donc un diplôme qui s'appelle Formation à la lutte contre l'antisémitisme et le racisme. J'ai rédigé un mémoire sur les questions de pédagogie de la lutte contre l'antisémitisme et j'ai un livre qui sortira en octobre. Je vous montre l'image, c'est mon moment de pub. Voilà, il est là. Et donc, j'ai un livre qui est co-rédigé avec un camarade qui s'appelle Samuel Delors et qui sortira aux éditions du commun le 25 octobre. Aujourd'hui, on va beaucoup s'intéresser à l'Antiquité et au Moyen-Âge. On va couvrir à peu près 2000 ans en 2 heures. Vous allez voir, ça va aller très vite. Je précise que je ne suis pas historien, mais que je me sers de l'histoire des idées, l'histoire des religions et des sciences politiques pour expliquer ce qu'est l'antisémitisme. Donc voilà, je vous ai proposé quelques références. Si vous voulez une biblio plus complète, je pourrais vous l'envoyer par mail. Mais disons que sur l'antisémitisme, c'est une vieille référence, mais qui pour moi reste importante. C'est Léon Poliakov, donc qui compile une histoire de l'antisémitisme dans 2 ouvrages importants. Voilà, il sépare l'âge de la foi et l'âge de la science. Donc pour Poliakov, il y a d'abord l'antijudaïsme, ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, et ensuite l'antisémitisme qui naît au 19e dans ce 2e tome de son histoire de l'antisémitisme qui s'appelle l'âge de la science. Donc ça, c'est pour l'antisémitisme, mais comme vous l'avez vu dans le programme, on va d'abord regarder ce que veut dire le mot juif, le mot juive. On va faire une petite introduction à la question juive, et pour cela, je vous conseille, si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous conseille l'ouvrage de Pierre Savy qui s'appelle Histoire des Juifs, un voyage en 80 dates de l'Antiquité à nos jours, pour aller plus loin dans cette question. Alors, il y a quelque chose qu'on va traverser rapidement, mais qui ne fera pas l'objet de cette conférence, c'est les questions de théologie ou de judaïsme à proprement dit. Donc, je vais expliquer quelques notions, quelques mots, mais si vous voulez aller plus loin, je vous conseille ce livre, qui est donc La Torah expliquée aux enfants par Marc-Alain Waknin, qui est un livre très simple, mais bon, il y a écrit expliqué aux enfants, mais pour les adultes qui n'y connaissent rien, c'est très bien. Donc, juste avant de vous présenter le plan de la conférence, je vous propose qu'on regarde une image ensemble. Alors, cette image, c'est la suivante. C'est une photo qui a été prise pendant l'été 2021, 2020 ou 2021, je ne me souviens plus. Bref, c'est en tout cas pendant les manifestations contre le pass sanitaire. Donc, on est à Paris. Et il y a donc un manifestant, je vais l'appeler un drôle d'oiseau, hein, avec son masque, qui a ce panneau sur lequel il est écrit « Qui ?» en grand, « Qui nous esclavagise avec le pass sanitaire ? Qui nous empoisonne, nous tue avec le vaccin ? Qui prendra le train grâce à la révolte des gentils ? Dièse ou hashtag Stop génocide gaulois. »
Et en bas, il y a une espèce de petit dessin inspiré de Bob l'éponge, une espèce de père Fouettard avec son fouet et un gros nez. Alors, souvent, enfin, j'aime commencer mes formations avec cette image et je demande aux participants quel est l'adjectif que vous utiliseriez pour qualifier ce drôle d'oiseau. Souvent, les gens me répondent c'est bizarre, c'est confus, on comprend pas très bien son message finalement. Et on se rend compte, en fait, avant d'aller dans l'analyse du texte, qu'on peut passer à côté du message qu'il veut envoyer. Alors, je vais décrypter rapidement cette image. Alors, le qui, vous avez remarqué qu'il y a une petite étoile de David au-dessus du i. Le qui fait référence à une actualité pendant le mouvement contre le pass sanitaire. C'est un général, un ancien général qui s'appelle le général de Lavarde, qui écrit une tribune dans le journal d'extrême droite Valeurs Actuelles, où il explique que le pays échappe au contrôle du gouvernement et que le chaos s'est installé à cause d'une communauté qui aurait pris trop de pouvoir, qui contrôlerait les médias, la finance, l'industrie, etc. Alors, le général est invité sur un plateau télé, si je me souviens bien, de CNews, et le journaliste l'interroge, mais en fait, qui vous désignez dans cette tribune? Qui nous contrôle, nous, journalistes? Qui est derrière nous? Alors, le général ne répond pas, il esquive un peu la question, et le journaliste insiste, mais qui? Et le général répond, cette communauté que vous connaissez si bien, si on n'avait pas compris, voilà, le journaliste s'indigne, et il dit, pas d'antisémitisme à l'antenne, coupez, coupez. Et ces 3 lettres qui sont reprises donc massivement dans au moins des centaines, peut-être des milliers de panneaux, et elles désignent donc les Juifs comme responsables de la pandémie. Alors, si on n'est pas convaincu, on peut aller plus loin dans le message de ce drôle d'oiseau. Je ne vais pas tout décortiquer, on va le voir au fur et à mesure peut-être de l'exposé, enfin pendant l'exposé. Qui nous empoisonne nous tue avec le vaccin. Ici, on a la réactivation d'une accusation faite aux Juifs au XIVe siècle, pendant l'épidémie de peste. Les Juifs étaient accusés d'empoisonner les chrétiens et de vouloir les tuer à l'aide de potions qu'ils mettaient dans des puits. On en reparlera plus tard. Donc, notre drôle d'oiseau réactive l'accusation d'empoisonnement des puits. Dans la phrase d'après, on voit ce mot « les gentils ». Alors, les gentils, c'est un mot français, bien sûr, qui désigne les personnes non juives. Vous savez, les gentils, ça fait référence aux gentilés, le gentilé d'une ville, c'est-à-dire les habitants d'un lieu. Le gentilé de Paris, c'est les Parisiens, les Parisiennes. Et donc, les gentils, ce sont ceux qui habitent vraiment ce lieu, à l'opposé des Juifs qui seraient des gens qui ne viendraient pas de ce lieu. Bon, ça a plutôt une connotation négative pour les Juifs, puisque si les gentils sont les non-Juifs, alors les Juifs sont les pas gentils, les méchants. Et ici, quand on parle donc de la révolte des gentils, c'est donc la révolte des non-juifs. Contre qui est la révolte des non-juifs? Contre les juifs. Et donc, qui prendra le train grâce à la révolte des gentils? C'est une menace génocidaire, puisque le train fait référence au train de la Shoah. Donc, si on manque d'une certaine culture, décoder le message, le langage, l'histoire auquel ce militant antisémite fait référence, on peut passer à côté, on peut se dire qu'il s'agit d'un simple drôle d'oiseau, un type un peu bizarre, un peu confusionniste ou complotiste. Eh bien, en fait, c'est quelqu'un qui maîtrise des références historiques et c'est quelqu'un qui communique autour de lui. Et les gens qui vont comprendre le message vont aller le voir et vont se connecter. Alors, on peut se demander, oui, mais alors, selon ta théorie, eh ben, il aurait pu très bien écrire « c'était les Juifs le problème ». Il aurait pu écrire « sale juif » ou excluons les Juifs ou tuons les Juifs. Il pourrait dire quelque chose de plus simple, finalement, de plus direct. Eh bien, le problème, c'est qu'après la Shoah, l'antisémitisme devient socialement et juridiquement disqualifié. C'est-à-dire, on ne peut plus se dire antisémite comme on pouvait se le dire avant la Shoah. Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra dans la deuxième conférence le 17 juin,
comment le mot antisémitisme s'est recouvert d'une connotation positive, mais après la Shoah, ce n'est plus le cas. Et donc, dès lors, si on veut reconnaître et combattre l'antisémitisme, eh bien, ça demande une certaine culture, et c'est l'objectif des conférences, d'acquérir cette culture qui permet de reconnaître ces messages cryptés, cet antisémitisme crypté. Alors, je sais qu'on a très envie d'aller tout de suite sur l'actualité, sur le conflit israélo-palestinien, sur sionisme, antisionisme, sur la blague de Meurice, sur le RN, l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, d'un côté, les dénis de la gauche, les manquements de la droite. On aurait très envie de parler de ça tout de suite. Et je le comprends. Et moi aussi, j'aimerais beaucoup parce que c'est ça c'est parler du présent qui est le plus urgent et qui se fait sentir comme une nécessité d'autant plus forte depuis le 7 octobre. Mais dans ces conférences, on a choisi de repartir à la base. Mais si ça fonctionne, s'il y a du monde aux conférences, eh bien, ce sera avec plaisir de continuer jusqu'au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, et peut-être sous d'autres formes de débat, de discussion. Voilà, c'est notre première, on va voir comment ça marche. En tout cas, pour l'actualité, je voulais quand même démarrer par montrer ce graphique qui est le graphique de recensement des actes antisémites selon le ministère de l'Intérieur. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, et je ne vais pas passer du temps sur ce graphique-là. Il y a deux choses que je voudrais vous montrer. C'est la première, il se passe quelque chose à partir de l'année 2000, où tous les actes racistes sont en augmentation de manière subite. Donc, la courbe des actes racistes, c'est la courbe en rouge, le total de toutes les subdivisions du racisme, et l'antisémitisme est en bleu. Donc on voit que globalement, à partir de 2000, on passe environ de 100 actes antisémites par an, recensés par le ministère de l'Intérieur, à environ 400 actes par an. Alors, cette courbe s'arrête en 2020, parce que je me suis trompé de graphique, j'aurais pu l'avoir jusqu'en 2022. On n'a pas celle encore actualisée en 2023, mais on connaît le chiffre, c'est environ 1700 actes. Donc vous le situez quand même, vous voyez qu'il est très haut, il se passe quelque chose de particulier. Et concernant les actes antisémites, on observe qu'il se passe qu'il y a une recrudescence, une explosion des actes de manière subite dans 3 cas différents. Le premier, c'est lorsque il y a des épisodes de violence au Moyen-Orient, que ce soit Israël qui agresse la Palestine ou quand le Hamas ou d'autres groupes attaquent Israël, on voit directement une augmentation des actes antisémites. Ça, c'est le premier cas. C'est quelque chose qu'on a observé à chaque année où ça chauffe au Moyen-Orient. Et donc, ce qu'on peut en déduire, c'est que les Juifs français sont désignés comme responsables des actes du gouvernement israélien. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième, c'est ce que j'appelle l'effet activiste. Donc là, j'ai mis la focale sur 2012. Donc c'est un rapport du service de protection des communautés juives. En fait, on observe, et ça c'est depuis 1990, depuis la profanation du cimetière de Carpentras, on observe qu'à chaque fois qu'un acte antisémite fait du bruit médiatiquement ou est spécialement spectaculaire, par exemple en 2012, avec les attentats de Ozar Hatorah, donc la tuerie d'enfants à l'entrée d'une école juive, en fait, on voit que dans les jours qui suivent l'attentat, ou l'acte antisémite en soi, il y a une recrudescence des actes antisémites. Là, on le voit, par exemple, sur ce graphique, on montre bien qu'en mars 2012, dans les 10 jours après l'attentat de Toulouse, on a 90 actes. Et on a un deuxième pic d'actes antisémites en octobre, après qu'une cellule, après qu'un groupe de gens qui ont qui ont lancé une grenade dans une épicerie cachère. La grenade n'a pas explosé, donc heureusement, donc il n'y a pas eu de mort, mais en tout cas, après le démantèlement de la cellule terroriste, eh bien, on a eu 28 actes en 8 jours. Donc, il y a une espèce d'effet activiste, un effet d'appel d'air. L'antisémitisme appelle l'antisémitisme. Et enfin, le troisième cas, qui est important aussi, le troisième contexte dans lequel on voit une recrudescence des actes antisémites, c'est les mouvements sociaux, les manifestations organisées ou rejointes massivement par l'extrême droite. Donc ça, c'est le cas, par exemple, sur la photo en haut à gauche, pendant la manifestation Jour de colère en 2014, qui était contre une manifestation de l'extrême droite contre le gouvernement Hollande et spécifiquement contre le mariage pour tous. On l'a vu pendant les Gilets jaunes,
donc qui n'était pas organisé par l'extrême droite, mais rejoint massivement par l'extrême droite, et pendant le moment contre le pass sanitaire, où oui, c'est majoritairement des plans de l'extrême droite qui l'ont organisé. Donc dans ces trois contextes et d'autres, on voit une recrudescence de l'antisémitisme. Nos objectifs aujourd'hui, alors on aura envie de comprendre tout ça tout de suite, mais avant ça, il faut qu'on définisse certains mots du débat, qui sont les suivants, qui sont l'objectif des deux conférences. Donc aujourd'hui, on va regarder les trois premiers mots, juif, juive, judaïsme, anti-judaïsme. Bon, on verra d'autres mots au passage. Et à la conférence du 17 juin, on verra les mots racisme, antisémitisme, sionisme, qu'est-ce que ça veut dire, et conspirationnisme, que veulent dire tous ces mots. Et à ce moment-là, on sera mûr pour avoir ce que j'appelle une définition politique de l'antisémitisme. Celle que je vais utiliser, c'est celle d'un penseur marxiste qui s'appelle Moshe Poston. Voilà, mais j'en parlerai plus à la conférence du 17 juin. Donc, pour arriver à cette définition de l'antisémitisme que je vais vous proposer, on va devoir construire quelques fondations. Il y en a quatre briques, 4 grandes pierres qu'il faut comprendre avant d'accéder à cette définition de Poston. Donc, la première, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, c'est la judéophobie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire, judéophobie ou anti-judaïsme? Je vais en parler juste après. L'antisémitisme racial, l'antisémitisme économique et les théories du complot juif, c'est quelque chose qu'on verra à la conférence du 17 juin. Donc, on est parti, on y va. Le premier mot qu'on doit définir, c'est le mot juif. Alors, pareil, il y a un bug dans mes slides. Donc, c'est cette image que je voulais vous montrer. C'est une question, donc c'est la question que je pose, mais beaucoup l'ont posée avant moi. Qu'est-ce qu'être juif? Qu'est-ce qu'être juive? Il faut qu'on définisse le sujet de notre histoire avant de commencer l'histoire. Alors, être juif, on peut dire qu'il y a, pour dire une première banalité, finalement, il y a autant de juifs, il y a autant de manières d'être juif qu'il y a de juifs. Peut-être même qu'il y a plus de manières d'être juif que de juifs, étant donné qu'une personne juive, tout au long de sa vie, eh bien, change son rapport à l'identité juive, à la judéité. Mais il y a des éléments quand même qui permettent de donner quelques réponses, quelques pistes. Qu'est-ce qui fait que des gens se rapportent à ce nom juif? Ça, c'est un peu ces pistes-là que j'aimerais vous partager. Donc, oui, cette question-là, qu'est-ce qu'être juif? Ça a animé des réflexions de centaines, peut-être de milliers d'auteurs. On remplit des bibliothèques entières avec cette question. Il y a autant de façons d'être juif, je l'ai dit, qu'on soit de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite. Beaucoup de penseurs ont pensé cette question. Donc moi, je ne vais pas aller dans une typologie des façons de répondre à la question juive ou de donner des pistes à la question juive, mais plutôt essayer de donner qu'est-ce qu'il y a d'objectif dans le fait d'être juif. Alors, la première chose qu'on peut un peu objectiver, qu'on peut dire, et c'est la première chose à laquelle on pense, en fait, finalement, quand on dit juif, c'est la question de la religion. Donc, je propose d'abord une définition religieuse. Les juifs sont des gens qui croient ou pratiquent à la religion juive. Alors, la religion juive, c'est le judaïsme. Je vais dire quelques mots. L'image que j'ai choisie, c'est une synagogue dans laquelle on voit des hommes. Donc, c'est une synagogue plutôt orthodoxe. Voilà, s'il y avait un dessin d'une synagogue libérale, on verrait des femmes et des hommes, mais ce n'est pas le cas ici. On est durant la fête de Sukkot, donc la fête des cabanes, qui est un rappel d'un épisode biblique où les Juifs, après la sortie d'Égypte, ont passé 40 ans dans le désert et ont vécu dans des cabanes. Je le sais parce qu'ils ont des fruits qui sont utilisés lors de cette fête. Et ils sont tous tournés vers un petit bâtiment qu'on voit à droite, au fond, qui est la réplique du temple de Jérusalem. Alors, je vais parler de ce temple-là, mais d'abord, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette réplique du temple. Vous voyez des rouleaux. Ce sont les rouleaux de la Torah, qui est donc, qu'on appelle aussi l'Ancien Testament, le Pentateuque, donc les 5 livres compilés dans ces rouleaux, et qui est en fait le texte sacré
du judaïsme et des juifs. Alors, quand le judaïsme apparaît comme religion, il a une originalité. Avant le judaïsme, on disait, voilà, il existe des dieux qui représentent la nature, qui représentent des sentiments. Pensez au dieu grec, hein, le dieu des mers, la déesse de la justice, le dieu du plaisir, etc. Et le judaïsme dit, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et il nous a donné ce texte, donc le judaïsme, la Torah, pardon. Et donc, peut-être une des ruptures que propose le judaïsme, c'est que les juifs ne prient plus, ne vénèrent plus plutôt des idoles, ne vénèrent plus des dieux incarnés dans des statues, des dieux personnifiés, ils vénèrent un texte. Ils vénèrent un texte et à travers lui, un dieu qui n'a pas de visage, pas de représentation et un nom interdit, donc on utilise le tétragramme pour le désigner. Et ce tétragramme, on le traduit en français par Yahvé. Voilà. Alors, je vais m'intéresser au texte. Qu'est-ce qui raconte ce texte-là? Qu'est-ce qu'on trouve dans cette Torah? Alors, cette Torah, voici la première page. Donc, c'est la première page du texte sacré des Juifs. On y voit donc un extrait de la Bible. Vous voyez, le texte sacré, c'est les Écritures qui sont en haut à droite. C'est le passage de la Genèse, donc c'est un récit de la création du monde. Il est écrit Dieu au commencement, Dieu sépara le ciel et la terre, etc. Et vous voyez d'autres écritures un petit peu différentes en dessous le texte sacré et à gauche. Et ça, c'est ce qu'on appelle les commentaires, donc qui viennent commenter cette partie du texte. Vous voyez qu'il y a peut-être 2 ou 3 fois plus de commentaires que de textes sacrés. Et pour donner un peu une idée, ce sont les premiers textes que les enfants étudient, donc peut-être après les prières du matin, etc. Les enfants juifs, à l'école juive, au Talmud Torah, étudient donc ce texte et tous les autres qui vont suivre. Donc la Torah est un récit de la création du monde. Donc vous vous souvenez, Adam et Ève, je ne vais pas raconter l'histoire biblique, rassurez-vous, je vais juste rappeler quelques éléments. C'est donc un récit mythique de la création du monde dans lequel il y a une généalogie qui va, donc Adam et Ève, qui enfantent Caïn et Abel, qui enfantent d'autres et d'autres et d'autres encore, jusqu'à Abraham, donc qui est ici c'est une illustration du 19e. Abraham qui est le premier prophète, parce qu'il a une révélation divine, Dieu lui parle, donc le prophète c'est celui qui discute avec Dieu, et il a la révélation qu'il n'existerait qu'un seul Dieu, et donc il casse les idoles pour expliquer qu'il n'y aurait qu'un seul Dieu. Abraham enfante d'autres enfants qui seront patriarches à son tour, etc., jusqu'à Jacob, donc, qui... alors, pardon, je reviens sur Abraham. Abraham non seulement discute avec Dieu, mais conclut une alliance. L'alliance qui est, tu vas écouter ce que je te dis, et moi, je te donnerai une terre que je te désignerai, qui s'appelle le pays de Canaan. Et tu auras un peuple qui descendra de tu seras le patriarche d'une grande nation, donc d'un peuple. Donc Jacob, un de ses descendants, réactualise l'alliance avec ce Dieu juif. Et voilà, c'est un tableau d'une scène biblique importante. Jacob se bat avec Dieu et Dieu renomme Jacob en l'appelant Israël, donc celui qui s'est battu avec Dieu. Ce nom Israël, donc, il est donné à Jacob et à tous ses descendants. Ça sera le nom qui désignera les descendants de Jacob et des autres dans la Bible. Et dès lors, on parlera du peuple d'Israël. Alors voilà, il y a des débats théologiques. Israël, est-ce que c'est se battre avec Dieu au sens contre Dieu ou se battre avec Dieu à ses côtés? Ça fait l'objet de grandes discussions théologiques, mais ce n'est pas l'objet de notre conférence. Je finis sur la Torah, après je ne vous embête plus avec les mythes. Je vous ai dit, la Torah commence à la création du monde et elle finit à la sortie d'Égypte. Donc j'ai choisi une image de ce film, peut-être vous l'avez vu, c'est un péplum des années 50 qui s'appelle Les 10 Commandements, donc un film assez grandiose avec des milliers
de figurants. On y voit donc Moïse qui ouvre la mer en deux pour laisser passer le peuple hébreu qui sort d'Égypte après 400 ans d'esclavage. Et donc, la Torah aurait été remise par Dieu, elle aurait été dictée par Dieu, et c'est Moïse qui l'aurait compilée. Et le récit du texte, du Pentateuque, de l'Ancien Testament, s'arrête là. Au texte sacré, ensuite, se rajoutent d'autres écrits, donc les récits des rois, je vais en parler juste après, et les hagiographes, donc des récits rapportés ensuite. Voilà. Ces 3 textes forment ce qu'on appelle le Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, qui est un anagramme, et c'est ça le texte sacré des Juifs. Bon voilà, là c'est un tableau de Chagall où on voit Dieu remettre les tables de la loi à Moïse, c'est la fin de la Torah. Alors, je vous ai parlé de l'histoire mythique, juste pour vous donner quelques éléments. Maintenant, je vais passer à la science. Que nous dit la science? Que nous dit l'archéologie? Que nous dit l'histoire? La première évocation, enfin la plus vieille plutôt, évocation de ce peuple d'Israël, en fait, on la trouve au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, dans des tablettes égyptiennes. Donc voilà, 1207 avant Jésus-Christ, dans cette stèle, la stèle de Mérenptah. Bon, je ne suis pas égyptologue, je ne lis pas les hiéroglyphes, mais ce que les historiens et les archéologues rapportent, c'est que le peuple d'Israël est évoqué là-dedans, puisqu'il est un peuple concurrent du peuple égyptien, et il établit qu'il y a bien un royaume d'Israël dans la terre de Canaan, qui est appelé royaume d'Israël. Donc ce royaume d'Israël, on a d'autres sources qui l'attestent, des fouilles archéologiques. Donc on a la certitude qu'il a existé un royaume dont la capitale était Jérusalem, voilà, dans lequel on évoque les rois de David, de Salomon, puis de David, etc. C'est un royaume qui a existé entre 1010 avant Jésus-Christ et 930 avant Jésus-Christ. Donc, de manière assez brève finalement, mais ce n'est pas la fin de l'histoire au Moyen-Orient, puisque le royaume va se scinder, il va y avoir d'autres peuples, je vais dire quelques mots. Donc 930 avant Jésus-Christ, c'est le moment où le royaume d'Israël se fonde en 2 royaumes, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. On va le regarder juste après. Vous voyez aussi qu'à côté du royaume d'Israël, il y a d'autres peuples qui existent. Édom, Moab, Ammon et Philistia à côté. Donc Philistia deviennent les Philistins, qui sont un peuple concurrent encore des Israélites, comme on peut les appeler à ce moment-là. Et on les connaît, les Philistins, avec le mythe de David et Goliath. Donc, il y a une guerre entre les Philistins et les Israélites. Et finalement, il y a des morts de part et d'autre, mais il n'y a pas un rapport de force franc envers une armée ou une autre. Alors, ce qui est mis en scène ou préparé, c'est un affrontement entre 2 champions. Et les Philistins emmènent Goliath, qui est un géant, comme champion. Et chez les Israélites, personne ne veut l'affronter, sauf le petit David, qui, avec sa fronde, se porte volontaire et terrasse le géant d'un coup de fronde entre les yeux. Voilà. Est-ce que ça a existé ou pas? Peu m'importe. Ce qui m'intéresse, c'est cette histoire, et je m'y rapporte, puisque vous connaissez sûrement, en tout cas, l'expression David et Goliath. Voilà. Alors, je vous ai dit, le royaume d'Israël se scinde, donc entre le royaume d'Israël et le royaume de Juda, jusqu'au 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc pendant 5 siècles, il y a des guerres, mais le maintien d'un royaume. Alors, ce qu'il faut imaginer, le royaume d'Israël, c'est quelque chose, voilà, il y a des récits bibliques très assez éloquent sur la grandeur de Jérusalem, qui est la capitale. Donc il y a le temple de Jérusalem, qui est le centre politique et spirituel de ce qui sera la vie juive ensuite. Mais il faut imaginer que Jérusalem, c'est quelques centaines et jusqu'à quelques milliers d'habitants. On est sur des royaumes en fait qui sont très, comment on dit, très grands comparé au nombre d'habitants. Voilà. Donc ce royaume de Juda, je vous ai dit, né en 930 avant Jésus-Christ jusqu'en 587 avant Jésus-Christ. Bon, je ne fais pas toute
toute cette histoire. Je passe vite sur l'Antiquité. Vous voyez, on a fait déjà 500, on a fait déjà 800 ans, il m'en reste 1200 encore. Mais il se passe quelque chose, c'est qu'à un moment, les Babyloniens vont détruire le temple à Jérusalem et vont exiler le peuple juif. Les Juifs ne pourront plus vivre dans le royaume de Juda. Alors j'appelle juifs les descendants du royaume de Judée. On les appelle les Judéens, puis les Juifs, à partir du moment où ils sont exilés à Babylone, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ. On considère que c'est à ce moment-là que le judaïsme se formalise. Voilà les écrits qui sont attribués à Moïse. Il est probable qu'ils aient été écrits par plusieurs personnes et qu'ils aient été compilés donc en exil à Babylone. Et ce texte, en fait, ce texte qui va devenir la Bible hébraïque, la Torah, donc finalement, il met en scène un peuple qui aurait choisi un Dieu unique, qui aurait élu le Dieu unique, Yahvé, et auquel Dieu aurait fait une promesse d'avoir cette terre, donc la terre de Canaan, le royaume d'Israël, etc. Alors j'ai choisi un des extraits des psaumes que vous connaissez par la reprise du tube de Bonnet M. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. By the rivers of Babylon, there we sat down and then we wept, remember of Zion. Donc Sion, qui est le nom d'une colline autour de Jérusalem. Et c'est cette idée que, voilà, les Juifs exilés, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent à Jérusalem, au temple perdu. Et ce qui va se passer, c'est que quelques 60 ans plus tard, un nouveau roi babylonien qui a succédé à l'ancien va permettre aux Juifs de retourner en Judée et de recréer un temple. Donc ça, c'est une carte à ce moment-là. Le royaume de Judée se reforme plutôt dans le sud de ce territoire qui va devenir plus tard la Palestine, puis Israël-Palestine. Et donc, la Judée, il y a la construction du second temple à Jérusalem. Bon, je passe encore rapidement sur ça pour aller à l'ère contemporaine, non, pas contemporaine, pardon, après Jésus-Christ. Je vais directement à la destruction du second temple. Qu'est-ce qui se passe? Cette fois, c'est les Romains qui envahissent cette région, la Judée, et qui redétruisent le temple de Jérusalem. Alors, c'est dû à un ensemble de rébellions, de guerres entre Romains et Judéens qui refusent d'être asservis par le pouvoir romain. Et les Romains en viennent à interdire le judaïsme et à exiler, à chasser les Juifs de Judée. Les Juifs, dès lors, vont essaimer, vont se disperser tout autour de la Méditerranée. Et on va parler à ce moment-là de peuple en diaspora. Donc diaspora qui est un mot grec qui est construit à partir de la racine sport, enfin plutôt penser à sport comme dispersion. Et ils vont se répartir partout autour de la Méditerranée. Alors, bon, des exils, il y en a eu avant. Les Juifs se sont dispersés, pas que pendant le premier et deuxième exil. Il y a des Juifs on atteste la présence de Juifs en Afrique du Nord dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà, je simplifie un petit peu, mais l'information que je voudrais que vous reteniez, c'est que les Juifs se sont dispersés partout autour de la Méditerranée, notamment en France. On va y revenir. En fait, dès le 1er siècle après Jésus-Christ. Les Romains, une fois que les Juifs sont dispersés, renomment la terre d'Israël la Palestine, en référence à ce peuple concurrent qui étaient les Philistins. Et donc, on a une carte qui est valable à partir du 2e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est la dernière révolte juive a lieu en 134, dans les années 130 en tout cas, après Jésus-Christ, la révolte de Bar Korba. Et on a donc le royaume, on a cette terre de Palestine qui est administrée par les Romains, puis ils seront chassés par d'autres. Mais c'est le mot Palestine qui vaut à partir du 2e siècle. Voilà, je vous ai donné jusque-là, je vous ai donné une définition religieuse
les juifs sont ceux qui pratiquent. Je vous ai donné un peu une définition qu'on pourrait dire ethnique, comment à partir de ce peuple formé avec la croyance en un Dieu unique, ils ont vécu quelque part ensemble, puis se sont dispersés, mais ont continué à s'appeler peuple en diaspora, donc l'idée d'une unité alors qu'ils étaient dispersés. Donc ça, c'est un premier élément de réponse à qu'est-ce qu'un juif, qu'est-ce qu'une juive, mais il n'est pas suffisant. Parce que on croise aujourd'hui beaucoup de gens qui se disent juifs non pratiquants ou non croyants. On croise même des gens qui se disent juifs athées, qui ne se croient pas en Dieu, qui refusent l'idée de Dieu et qui pourtant revendiquent le nom juif. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire plusieurs choses en même temps. Le premier élément que je vais vous donner, c'est la question de la culture. Donc, la culture juive, ou plutôt les cultures juives, on pourrait mettre un S à culture et à juive. Donc, c'est tout ce qu'on entend par culture, finalement, ce qui crée une socialisation par les sens, la nourriture, le son, les langues, la musique, le toucher, certaines matières, les rites, donc un rapport à la temporalité. C'est voilà, une manière de grandir et de vivre. Alors, cette culture est liée à la religion, on le voit à travers donc ces décorations, ces emballages de Torah. C'est une photo que j'ai prise lors de l'exposition à l'Institut du monde arabe sur les Juifs d'Orient. Donc, on le voit, pour fabriquer ces objets, il faut des forgerons, de la marqueterie, de la bijouterie, de l'orfèvrerie. Il faut un ensemble d'artisanats qui ont trait aux cultures. Voilà encore d'autres pièces voilà, assez émouvantes, puisqu'on a des Torahs du XIIIe, du XIe, du XVe siècle, du Yémen, d'Afghanistan, du Maroc, d'endroits très différents. Voilà, c'est des pièces que j'ai beaucoup appréciées à voir à l'Institut du monde arabe. Bon, donc il y a quelque chose à voir avec la religion, mais pas que la religion non plus. Donc j'ai choisi cette image pour un peu illustrer qu'est-ce que c'est une culture religieuse juive. On y voit autant des livres de prière que les toupies qu'on fait tourner à Hanouka, une fête juive, le chandelier bien sûr, la kippa. Bon. Il y a quelque chose en rapport avec la superstition, donc des croyances juives, mais mêlées à des croyances arabes ou d'Afrique, ou d'Europe de l'Est, mais en fait d'Afrique aussi, puisqu'il y a aussi des juifs en Afrique. Mais bon, voilà, c'est ce que je disais, culture, finalement, c'est tout ce qu'on entend par culture au sens large, donc la cuisine juive, qui est un monument, la musique juive, donc vous avez déjà entendu du klezmer d'Afrique de l'Est, de musique yiddish, mais aussi de la filmographie. J'ai choisi l'affiche d'un film célèbre, un violon sur le toit, et aussi d'Afrique du Nord. On voit sur cette photo donc un chanteur célèbre, Cher Raymond de Shahabi, et son neveu, Enrico Macias, un mariage ou une bar mitzvah, je ne saurais dire, en tout cas, qui chante en arabe. Et bien sûr, de manière très moderne, j'ai pris un exemple parmi des centaines et d'innombrables exemples. Donc, ce groupe Awa qui réactualise une musique traditionnelle juive yéménite avec des sonorités hip-hop et électro. Voilà, elles sont israéliennes. C'est un super groupe. Voilà. Donc, on peut se dire juif non croyant parce qu'on a un attachement à la culture, à l'histoire, à la philosophie juive que je vais définir juste après. On peut se dire juif non croyant et pratiquer certains rites, aller aux fêtes juives. On parle voilà, des juifs de Kippour, ces juifs qui ne pratiquent rien de l'année et qui vont une fois par an à la synagogue, donc à un jour assez terrible et important dans le judaïsme, qui est voilà, le jour de Kippour, qu'on traduit par le jour du grand pardon. Mais on retrouve ça finalement dans l'islam également, des musulmans qui ne pratiquent pas, enfin qui ne sont pas croyants, mais qui pratiquent certains rites, etc. On a des juifs croyants qui ne pratiquent pas, on a des juifs non croyants qui certaines pratiques, voilà, on trouve de tout finalement. Alors j'ai utilisé ce mot philosophie juive que je vais définir également. Par philosophie juive, qu'est-ce que j'entends ? Donc c'est un vieux terme, peut-être on peut le faire remonter avant le XVIe siècle, mais je le fais remonter
en tout cas, je vous parle de ce monsieur, Moses Mendelssohn, donc qui est une figure importante de ce qu'on va appeler la Haskalah, qui sont les Lumières juives, et qui, en fait, est une pensée au moment de la création des États-nations et qui va déboucher sur l'émancipation des Juifs, hein, l'égalité en droit pour les Juifs. On ne verra pas ça aujourd'hui. Mais c'est une façon de penser la question de la société d'un point de vue minoritaire et au prisme de l'histoire juive. Avec l'antijudaïsme, l'antisémitisme, ça a produit dans la socialisation des Juifs et dans le rapport de l'autre avec le Juif. Donc finalement, philosophie juive, j'entends une manière de penser le monde qui est située d'après l'expérience vécue au sein du peuple juif. Donc vous connaissez des penseurs, des philosophes juifs, il y en a plusieurs. Hein, ici, voilà, j'avais Moses Mendelssohn ici, là j'ai Baruch Spinoza, donc philosophe, là j'ai Hannah Arendt, là j'ai Emmanuel Levinas, bon, vous en connaissez d'autres, et il y en a des contemporains, hein, que ce soit Delphine Orwiller, d'autres encore. Bon, voilà. Et dans l'histoire, il se trouve que les Juifs ne peuvent pas toujours s'auto-définir. Plusieurs fois dans l'histoire, c'est pas le Juif qui se dit Juif, c'est l'antisémite qui dit « toi, tu es Juif », qui le désigne en tant que Juif. Alors, c'est la définition qu'on n'aime pas, c'est la définition en négative. Voilà, on dit la définition de Sartre, en fait, hein, c'est l'antisémite qui fait le Juif. Alors, pour moi, elle ne peut pas expliquer à elle seule le fait juif, mais il faut quand même l'évoquer. Alors, pour illustrer cette idée-là, j'ai choisi les lois de Nuremberg, donc promulguées par les nazis dans les années 30. Vous voyez ces images, je ne vais pas tout décortiquer, hein, mais vous reconnaissez en fait des tableaux génétiques, vous savez, qu'on étudie en biologie au lycée, hein, avec la drosophile. Donc, c'est exactement la même logique. Donc, c'est une définition raciale du fait juif. Pour les nazis, regardez la première case à gauche. Quand vous avez 4 grands-parents aryens, vous êtes un pur aryen. Quand vous avez un grand-parent juif, vous êtes un bâtard, vous êtes un quart juif. Quand vous avez 2 grands-parents juifs, vous êtes encore un bâtard. Et quand vous avez 3 grands-parents juifs, alors vous êtes juif. Donc l'idée, c'est qu'il y a quand même une supériorité du sang aryen sur le sang juif, d'après les nazis. Et donc est juif, selon les nazis, celui ou celle qui a 3 grands-parents juifs. Alors, cette définition, c'est celle qu'ils ont essayé d'appliquer pour l'extermination des Juifs, mais en réalité, elle n'a pas vraiment fonctionné, puisqu'il fallait, pour savoir qui était juif, il fallait d'abord voir les grands-parents, leurs grands-parents à eux et leurs grands-parents à eux, bon, pour d'autres raisons. Mais la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est que la race n'existe pas. Il n'y a pas de race biologique. Donc ça, on en parlera le 17 juin, les théories racialistes, etc. Mais en fait, finalement, comment ils ont fait pour désigner les Juifs? Eh ben, ils ont pris des listes communautaires, ils ont fonctionné avec la dénonciation, ils ont fonctionné par quartier, là où vivaient les Juifs, selon les pratiques. Donc, finalement, voilà, la définition raciale ne fonctionnait pas. Bon, voilà, l'antisémitisme. Alors, il y a un dernier mot que j'aimerais vous présenter avant de finir un peu sur qu'est-ce que moi j'entends par la définition de juif. C'est le terme de peuple juif que j'ai utilisé. Alors, j'aimerais qu'on le définisse avec vous. Alors, ma slide ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, je vais la compléter. Alors, j'utilise le nom peuple juif pour plusieurs raisons. Mais le sens que je lui donne, c'est certainement pas un sens racial. Je ne pense pas que les Juifs descendent d'une même souche d'Adam et Ève, puis d'Abraham, etc. Je n'y mets pas un terme religieux. Tout au long de l'histoire du peuple juif, il y a eu des conversions, il y a eu des relations adultères, il y a eu des adoptions. Donc, on ne peut pas donner de... Voilà, je ne pense pas qu'il existe de gènes juifs, hein, contrairement à une extrême droite israélienne qui pense qu'on pourrait trouver un gène juif, etc. Je n'y crois absolument pas. C'est pas un rapport de sang. C'est pas non plus un rapport ethnique que je mets au peuple juif, même si je n'accepte ni ne rejette totalement ce terme-là, puisque oui, il y a quelque chose qui a à voir avec la culture, mais ça ne suffit pas. Je lui mets une connotation sociale. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, j'utilise le terme de peuple juif, puisque les juifs se subjectivent comme un peuple. C'est-à-dire, finalement, le groupe,
dire qu'un groupe existe, un groupe d'êtres humains existe, c'est lorsque ce groupe de gens disent nous. Dès lors où nous disons nous sommes un groupe. Lorsque Golem s'est constitué, il a dit nous sommes Golem, alors Golem existe. Si demain vous faites le club des fans de Bill Bokeh, eh bien vous serez un groupe qui s'appelle le groupe des fans de Bill Bokeh parce que vous dites nous sommes fans de Bill Bokeh. Pardon, désolé, j'ai pas trouvé un meilleur exemple, mais en tout cas les Juifs disent nous sommes un peuple, dès lors il y a peuple. Donc ils se subjectivisent comme un groupe qui a des choses en commun. Et les raisons qui font qu'ils pensent qu'il y a des choses en commun, elles ne sont pas totalement subjectives, elles sont aussi objectives. Et je vois au moins 4 éléments qui permettent de subjectiver la raison qui font que les Juifs se voient comme un peuple. La première, alors 4, vous voyez, vous en voyez que 2 parce que j'ai un bug, mais les 4 raisons, d'abord c'est la filiation. Donc je ne l'ai pas dit, mais le judaïsme, enfin le fait juif plutôt, mais le judaïsme, la religion se transmet de manière filiale, selon l'orthodoxie juive, sont juifs les enfants de mères juives. Voilà, chez les libéraux, c'est différent. Certains courants libéraux reconnaissent la patrilinéarité du judaïsme. Il y a des groupes juifs, par exemple les Karaïtes, qui sont patrilinéaires. Dans l'histoire, les Juifs ont été patrilinéaires, puis sont devenus matrilinéaires. Donc, c'est quelque chose qui évolue pour plusieurs raisons, je ne vais pas détailler. Donc, il y a une filiation, et de cette filiation résulte l'idée que finalement, il y aurait du commun. La deuxième chose, ce sont les mythes. Alors, les mythes, comme la Torah, le déluge, Noé, Isaac, Abraham, Moïse, la mer qui s'est ouverte en deux. En fait, les mythes, on peut y croire ou ne pas y croire. Mais en fait, on les partage. C'est quelque chose que les Juifs partagent et transmettent dans leur famille, partout dans le monde, qu'ils soient en Chine, ou en Afrique, ou en Europe, ou aux États-Unis. Voilà, il y a ces mythes en commun. Le troisième élément, c'est la langue. Alors, la langue des Juifs, c'est l'hébreu. Alors, on pense que l'hébreu... Alors oui, l'hébreu a été unifié au XXe siècle avec le sionisme et la création d'Israël, mais l'hébreu est la langue religieuse, la langue de la liturgie. Ça a été aussi une langue administrative, puisqu'on retrouve des tombes et des actes de décès, des actes de mariage qui datent de l'Antiquité, à différents endroits, pareil au Yémen, en Arabie, en Iran, enfin l'Empire de Perse, à d'autres endroits. On trouve donc ces papiers en hébreu depuis l'Antiquité. On trouve aussi l'hébreu dans les communications internationales. Quand un savant juif français discutait avec un savant juif palestinien, il discutait en hébreu. Puis on trouve les dérivés de l'hébreu, donc le yiddish, qui est un mélange de langues d'Europe de l'Est et d'hébreu d'un côté, et le judéo-arabe, le judéo-espagnol, qui sont des mélanges et qui sont écrits en hébreu et qui s'inspirent de l'hébreu. Donc l'hébreu est un liant. Tous les juifs ne le parlent pas, ne le parlaient pas, ne le parlent pas forcément aujourd'hui, mais beaucoup s'y rapportent en tout cas. Et le dernier élément, qui n'est pas écrit, c'est ce que j'appelle une communauté de destin. C'est-à-dire que les Juifs, partout dans le monde, ont connu des persécutions, des déplacements et des exils. Et ils partagent une condition minoritaire là où ils habitent, sauf en Israël depuis 1948, évidemment, où les Juifs sont la majorité politique et démographique aujourd'hui. Donc, ces éléments-là font qu'on peut objectiver et donner un sens social au terme peuple juif. Bon, je finis. On pourra prendre 2 questions juste après ça. Voilà un peu un résumé, mais c'est assez personnel. Si vous demandez à un Rama orthodoxe une définition de juif, ou si vous demandez à un nazi la définition de juif, il n'y aura pas la même définition. Voilà celle auquel je me rapporte. Donc, je paraphrase un chanteur qui s'appelle Daniel Kahn, et j'aime bien sa vision que je partage, je vous la lis. La judéité, donc l'identité juive, n'est pas réductible à une identité religieuse. Ce n'est pas seulement une identité nationale, ethnique, culturelle ou raciale. Ce n'est pas seulement une identité philosophique, ni diététique, ni théologique. La seule chose qui peut réellement embrasser ce qu'est la judéité est une identité historique.
S'identifier comme juif, c'est s'identifier à ceux et celles qui se sont identifiés à ce non-juif à partir des réalités qu'ils recouvrent dans l'histoire. Donc moi, voilà, la première, donc l'identité juive, c'est un sentiment d'être commun, d'avoir un lien avec les autres par l'histoire. C'est comme ça que je définirais le mot juif et l'histoire de l'antisémitisme que je vais vous proposer à partir de maintenant, elle vient valider un peu ce constat.